Culture Soccer. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast 100% soccer nord-américain. Je suis aujourd'hui avec Adi Raphaël. Bonjour Adi, comment ça va ? Salut Antoine, ça va très bien et toi ? Très très bien, ce sera que tous les deux. Aujourd'hui, on va parler de Major League Soccer et des derniers matchs, des dernières dynamiques des équipes. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier, chers auditeurs, pour votre régularité, pour écouter et regarder nos articles. N'hésitez pas à passer sur notre site récemment. On a notamment un bon article sur les sélections nationales canadiennes et états-uniennes, ce qu'elles ont fait récemment, la Gold Cup, aussi les inégalités de salaire entre les sélections américaines féminines et masculines. Donc plein de dossiers très intéressants et plein de choses arrivées cette semaine aussi. Adi, avec toi aujourd'hui, on va faire un petit retour rapide sur la MLS, comme je l'ai dit, sur les équipes qui surprennent, ceux qui sont à leur place, ceux qui sont décevantes. On a choisi 2 chacune et on va en parler un petit peu pêle-mêle, comme on dit. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, toujours prêt, toujours prêt. En tout cas, la saison d'MLS est quand même assez intéressante déjà. Et Ouais. on voit beaucoup de surprises, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses un peu inattendues, un peu de folie à droite et à gauche. Puis c'est quand même assez très, très, très excitant ce début de saison. Ouais, d'ailleurs, on enregistre le dimanche, pardon, 14 avril, et en effet, on vient de se réveiller après une soirée de dingue hier, puisque on va parler un peu des matchs, mais il y a eu des matchs assez fous, comme l'ouverture du stade de Minnesota, de Seattle aussi, avec des retours assez incroyables. Donc oui, ce début de saison MLS est plein de buts, ce qui est vraiment pas mal pour nous. Un peu moins pour les défenses de MLS et pour leur réputation, mais vraiment une très très belle début de saison. Et on va commencer tout de suite en parlant des équipes qui sont à leur place. Adi, je vais te laisser la main si tu veux commencer. On en a 2 chacune, donc on va Ouais, faire un par un. Exactement. Ben là, je pense, moi, pour les équipes à leur place, je vais m'occuper de l'Est. Je pense que tu Mhm. t'occupes de l'Ouest. Je commence en premier. L'équipe à sa place, c'est DC United, premier à la conférence Est. Oui, on a vu que DC a perdu à domicile contre LAFC un bon 3-0 ou 4-0, si je me rappelle plus du 4-0. score. Mais 4-0, ouais, c'est ça. 4-0. Par contre, ils se sont repris. Ils ont fait un match nul à domicile aussi sans Rooney contre l'Impact de Montréal. Puis là, hier, ils se sont imposés avec brio hier ils se sont imposés hier à Colorado 3-2. Ils ont très bien joué. Bon, il y a un problème à DC, c'est que leur défense n'est pas 100% solide. Mais par contre, offensivement, ça marche très bien. Lucho Acosta a marqué hier. Wayne Rooney s'est occupé à animer le jeu. Moi, ce que j'ai adoré en fait avec DC United, c'est que non seulement ils sont forts offensivement, ils sont forts au milieu de terrain. La défense, j'ai dit, c'est pas trop ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que sur le banc, ils sont bons aussi. Donc, hier, on a vu Chris Durkin qui a eu sa première titularisation avec DC cette année, puis qui a marqué un but. Pour moi, c'est le meilleur jeune au poste de milieu défensif, le meilleur jeune espoir de l'équipe nationale américaine. Mm. Et d'ici, j'ai trouvé ça très bizarre que Ben Olsen ne lui donne pas plus de départ. Il est excellent, il a juste 19 ans. Excellent récupérateur, très bon à vraiment contrôler le jeu de derrière, un peu en sorte de régista, si vous voulez. Mais aussi, il est bon face au but, la preuve. Il a marqué un beau but hier. Donc, bref, d'ici pour moi, c'est normal. Ils sont premiers dans l'Est. Je m'attendais à ce qu'ils soient dans les 2 premiers. Et puis, Juste ils sont à leur place. pour parler de Durkin un petit peu, parce que tu en parlais, c'est super intéressant que tu en parles, parce que cette semaine, il y a eu un papier de The Athletic sur ce joueur, The Athletic que je vous conseille, un très bon site sur la MLS, et apparemment, il a été, bon, il plus beaucoup titulaire, comme tu disais, derrière Russell Canouse et Junior Moreno, il a un peu du mal à se trouver un peu de place, mais il est apparemment il est en colère avec le coach, puisqu'il a été refusé un prêt à Leverkusen récemment, à seulement 19 ans, ce qui est assez intéressant parce qu'il ne jouait pas assez. Et pourtant, il a été, voilà, ce prêt a été annulé par DC, il ne voulait pas le prêter. Donc c'est assez intéressant, ouais, parce que l'année dernière, il jouait pas mal, et cette année, il a vraiment du mal. C'est pas le premier, il peut jouer en 8 et en 6, et c'est pas
pas le premier choix du coach. Ce qui est intéressant, mais on va voir pendant la saison, je pense que voilà, les matchs vont s'enchaîner, il va y avoir un peu plus de turnover, comme on dit. Ouais, effectivement, et c'est très bien que tu le dises. Je ne le savais pas, par exemple, près de Leverkusen. J'ai pas lu cet article-là. Mais c'est peut-être la raison pourquoi il n'est pas en train de jouer, parce que l'année passée, il jouait très, très souvent. Donc, c'est peut-être Hmm. la raison parce qu'il y a eu cette colère-là que Ben Olsen a décidé de le garder de côté. C'est peut-être pour ça. Mais comme tu le dis, à un moment donné, les matchs, ils arrivent tellement vite que Hmm. il va devoir le faire jouer. Et c'est ce qu'il a fait hier. Puis il a encore livré la marchandise malgré sa colère. Il a été excellent hier, Chris Ouais. Durkin, à Colorado. Pour la deuxième équipe aussi qui a sa place pour moi. Je l'avais dit dès le début, tout le monde pensait que ouais, il n'y a pas eu beaucoup de changements au crew de Columbus. Et moi, pour moi, c'est une recette de succès. Le fait que tu gardes le même noyau qui avait déjà bien performé l'année passée, tu ajoutes un petit ailier qui amène un peu de folie, qui est Robinho Barbosa. Et puis Columbus est deuxième avec 13 points. Hier, ils ont joué à Montréal contre l'Impact. Ils ont dominé la rencontre, point de vue possession. Après, bon, l'Impact, on sait que c'était une équipe défensive. Donc, finalement, ils ont perdu le match. Mais n'empêche, Columbus est vraiment à sa place avec Jesse Zardes, qui a des hauts et des bas. Je sais que tu l'aimes pas trop, Antoine, mais il a des hauts et des bas. Hier, il a encore raté un truc incroyable devant le but Ouais, de Montréal. exactement. Il manque l'immanquable des fois, là, mais par contre, il est là. Il, Hmm. il marque encore. Il fait jouer ses coéquipiers. Il est bien présent dans le système de jeu de Caleb Porter. Et ce qui est drôle, Columbus est là euh, sans deux de ses meilleurs joueurs, selon moi, et j'en parlais Hmm. l'année passée, les deux latéraux. Hmm. Harrison Afful, qui n'a pas joué hier, et puis Milton Valenzuela, qui est blessé depuis le début de la saison. Les deux joueurs sont pas là. Et pourtant, Columbus, on s'entend que Columbus, c'est une équipe qui joue beaucoup avec ses latéraux. Puis malgré ça, ils jouent avec Waylon Francis. Hier, ils ont même mis Jiménez en tant que Ouais. latéral droit, lui qui est un ailier d'habitude. Puis écoute, ça fonctionne. 13 points en 7 matchs. C'est vraiment pas mauvais. Bon, ils ont 4 matchs à domicile aussi, ça aide. Mais n'empêche, c'est vraiment pas mauvais pour Columbus. Et pour moi, ils sont à leur place. Moi, ce qui me choque un peu avec Columbus, hier, j'ai regardé, je crois que c'est la première fois que je regardais un match, depuis un bout de temps que je regardais un match complet de Columbus face à Montréal. C'est que oui, déjà, ils ont du mal à tuer les occasions, parce qu'ils auraient dû gagner face à Montréal, à mon sens, ou au moins un match nul. Mais surtout, Justin Meram, quand il est entré en cours de jeu, je trouve que c'est vraiment l'ombre de lui-même. Le nombre d'ouvertures qu'il a tenté, qui a été intercepté par la défense de Montréal, c'est assez impressionnant. Il a du mal à se faufiler, il a du mal à créer la différence. Et il est plus titulaire depuis. Enfin, il n'était pas titulaire hier, mais quand il est rentré en jeu, il était vraiment pas aussi bon qu'il était il y a 2 ans. Donc, ça m'étonnerait pas de le voir beaucoup moins jouer, en tout cas de ce côté-là. Et par contre, Higuaín est toujours aussi décisif. C'est marrant parce qu'il fait vraiment aucun effort niveau pression, niveau défensif. Mais dès que c'est une phase offensive, il arrive à trouver des ouvertures très bonnes et il fait des passes éclairs pour Zardes. Et donc, ouais, la connexion du Columbus passera surtout par leur numéro 10, je pense, dans le futur. Oui, effectivement, Higuaín toujours au sommet de sa forme, même à 34-35 ans maintenant. Mm. Tu parlais des milieux, des ailiers de Meram, mais même Robinho, même Pedro Santos, hier, les trois ailiers qui ont joué ont pas été très, très bons, en fait. Est-ce que c'est grâce à Montréal? Je sais pas. Par rapport au match d'hier, ben, on en reviendra plus tard, c'est sûr, dans l'émission, et j'en parlerai un peu plus longuement, là. Mais je suis d'accord avec toi qu'il ne méritait pas de perdre Columbus, juste en quelques mots. Mais c'est ça. Bref, c'est quand même Columbus est en forme. Et ils sont Mm. en forme malgré la défaite d'hier. Et je pense que deuxième de l'Est, moi je les voyais là, dans les trois premiers aussi. Donc beaucoup pensaient qu'Atlanta serait là. Même moi, je pensais qu'ils ne seraient pas aussi bas. Mais bon, bref. Columbus et DC sont là. Ouais, il va falloir voir si sur la durée, l'effectif peut tourner un peu pour marcher. Je sais Mais pas si toi, tu as quelque chose. Ouais, non, j'ai rien j'enchaîne. ajouté de ce point de vue-là, mais toi, c'est sûr, toi, tu t'occupes de l'Est. Donc, pour toi, qui est à sa place? Oui, de l'Ouest. Et à l'Ouest, deux équipes, les deux meilleures. Les deux numéro un, numéro 2. Je ne suis pas allé dans le 13 original, mais on va commencer avec LAFC. LAFC qui enchaîne les cartons pleins de semaine en semaine. Enfin, pour moi, je me souviens, on avait quand même pas mal parlé, à dire en pré-saison. Tu doutais un peu de LAFC, de la solidité du milieu de terrain.
Mais ils n'ont pas besoin de milieu de terrain quand ils ont le ballon dans les 30 derniers mètres pendant tout le match. Et c'est un peu ce qui montre cette saison, avec tellement de cartons, le 4-1 face à Portland, le 4-0 face à DC il y a 2 semaines, la semaine dernière, pardon, il y a 2 semaines, ils écrasaient San Jose 5-0. Là, 2-0 face à Cincinnati, c'est une équipe redoutable de LAFC. Et on en parlait un petit peu en off avant cette émission, il y a encore Lee Win qui joue peu ou est un peu blessé. Il y a Horta qui est aussi pas mal blessé. Hier, Diomandé était blessé, mais c'est pas grave parce qu'ils ont Christian Ramirez, un des meilleurs numéro 9 américains selon moi. Et que ce soit Diomandé ou Ramirez, ils font un travail de dingue au numéro 9 pour vraiment garder le ballon et puis le redistribuer après sur les ailes pour Rossi et Vela. Rossi et Vela qui sont incroyables en ce début de saison. Vela est pour le moment, je crois, un des prétendants, bon, il est très tôt pour parler, mais un des prétendants pour le poste de meilleur joueur de la saison, clairement. Et puis Latif Blessing, Martin Anthony Kay font aussi très bon travail en tant que numéro 8. Martin Anthony Kay, c'est génial pour le Canada. J'espère qu'il va enchaîner des prestations comme ça. Et puis Atuesta, c'est toi qui m'en parlais aussi en off au début, qui fait un super début de saison. C'est vraiment lui qui tient le milieu de terrain de LAFC au poste de numéro 6. Et Tyler Miller aussi, le gardien, qui est là et qui sauve LAFC quand il faut. Mais vraiment, c'est une équipe qui a affronté des adversaires très différents. C'est-à-dire des personnes qui jouaient un peu en contre, des personnes qui aimaient tenir le ballon. Et ils ont réussi à se débarrasser de tous leurs adversaires pour le moment. Il me semble ils n'ont pas fait de défaite cette saison, mais que ce soit Non. dès le début, ouais, ils ont affronté en plus des gros. Sporting KC, ils les ont battus. New York City FC, ils ont fait un nul. Ils ont battu DC. Cincinnati, ça aurait pu être un piège. Ils ne se sont pas fait prendre, malgré. Enfin voilà, hier, Tyler Miller a sorti une claquette superbe. Alors, je ne sais même pas s'il a arrêté en fait, mais ouais, Mattox a failli marquer un but génial qui a été arrêté par la défense de LAFC. Donc, ouais, de très bonnes choses du côté de LAFC. Et je pense que voilà, ça va se jouer entre eux et Seattle à l'ouest. Ouais, effectivement, et je pense que, juste pour ajouter sur LAFC, mais à culpa, effectivement, je pensais à ce que LAFC, au milieu de terrain, c'était un peu trop court, mais j'avoue que à Tuesta, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Avec Marc-Anthony Kaye, j'en ai parlé des millions de fois l'année passée, comme quoi ça faisait beaucoup de mal à LAFC que Kaye soit pas là. Mhm. Kaye, 2 buts, 2 passes décisives en 6 matchs, c'est excellent pour un milieu de terrain. Surtout avec une force offensive aussi impressionnante que LAFC. Voir un milieu de terrain marquer autant puis influer autant sur la feuille de match, c'est quand même intéressant. Ce qui est aussi intéressant, ce qui est par contre, moi j'ai encore un petit bémol par rapport à ça, c'est que si Atuesta se blesse, il n'y a personne pour le remplacer. Puis c'est là, Mhm. on verra à ce moment-là, et c'était mon but au début, c'est qu'on le voit combien il est important pour LAFC, puis s'il se blesse, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont devoir trouver une façon de le faire, mais par contre, mea culpa, LAFC est extraordinaire, puis si Atuesta et Case sont encore là, je les vois pas bouger de de cette place de numéro un. Après, Kay joue un peu en numéro 6 l'année dernière, donc j'imagine que si Atuesta se blesse, il y a moyen. Sinon, Lewin peut dépanner. C'est vrai que ce serait pas génial, mais pour le moment, ça passe. En plus, Walker Zimmerman fait quelques bons matchs par-ci par-là en défense. Il a Jordan fait une Hervey, énorme pareil. erreur hier. Il a fait Ouais, une énorme ouais. erreur, Mais, Zimmerman, hier, mais ça n'a rien donné. mais il arrive à faire des bons matchs, je trouve, depuis le début de la saison, puis il marque de temps en temps aussi. Donc, non, ouais, une équipe très intéressante à l'AFC et qui définitivement sera dans les meilleurs à l'Ouest, je pense, en fin de saison. Et en plus, vu que voilà, l'année dernière, l'Est était vraiment la conférence qui allait quand même à deux vitesses, je trouvais. Bon, t'avais quand même des New York Red Bulls, Atlanta, NYCFC qui fonçaient. Et puis derrière, c'était un peu. Ils avaient du mal, les autres équipes. Et donc, en fait, pour le Supporter Shield, c'est-à-dire le meilleur de la saison régulière, à l'Est, il y avait plus de prétendants. Cette année, j'ai l'impression qu'à l'Ouest, avec Seattle et LAFC qui se détachent rapidement, il y a moyen que LAFC ou Seattle remportent le Supporter Shield. Alors, il est très tôt pour le dire, c'est que cette journée. Mais vu qu'à l'Est, c'est beaucoup plus disputé qu'à l'Ouest cette saison, il y a moyen que ouais, l'AFC aille chercher le Supporter Shield. Ouais, effectivement, en fait, c'est drôle parce que tu en parles et puis ça, c'est la beauté de la MLS, c'est que d'une année à une autre, tout peut Mm. changer. L'année passée, l'Est, on disait comme quoi les équipes de l'Est, c'est sûrement une équipe de l'Est qui va remporter le championnat. L'Est était supérieur à l'Ouest. Puis cette année, jusqu'à maintenant, c'est encore très tôt, mais c'est l'Ouest qui est 100% supérieur à l'Est. En tout cas, Mm. c'est drôle de voir ça et c'est ce qu'on aime, c'est ce qui fait qu'on aime la MLS. Mm. Et toi, tu m'as dit que tu voulais Définitivement. parler d'une deuxième équipe à sa Et place aussi. la meilleure équipe de l'Ouest. Ah ouais. Faut avoir une équipe qui est aussi
qui aussi est dans une dynamique incroyable, c'est les Seattle Sounders. Ils ont joué les 2 derniers matchs sans, en plus, leur numéro 9, Raúl Ruiz, le Péruvien, et avec Will Burn en pointe, et ça marche très bien. Hier, ils ont réussi à s'imposer 3-2 face à Toronto, ça n'a pas été super simple, mais grâce à un doublé de Will Burn notamment, qui a vraiment fait le travail. En gros, j'adore Will Burn, c'est un des joueurs de MLS que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment le joueur MLS typique qui est pas super technique, pas super rapide, mais il est juste là, il est assez physique, il peut faire le travail devant. Donc vraiment une belle équipe Seattle. Et ils avaient aussi fait récemment un 1-0 contre Real Salt Lake grâce à aussi un peu de chance, mais ils enchaînent les bonnes prestations, ils enchaînent les buts. Il y avait, alors je l'ai perdu, mais il faut que je le retrouve. Il y a un tweet de Matt Doyle, un des analystes de la MLS, qui disait que sur les 25 derniers matchs, donc c'est-à-dire en comptant cette saison, mais la saison aussi passée, les Seattle Sounders, alors j'ai retrouvé le tweet, sont à 20 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc c'est-à-dire qu'il y a sur les 25 derniers matchs, ils auraient pu prendre 75 points, ils en ont pris 63. C'est sûrement un des meilleurs, une meilleure des séries 25 matchs possibles. Ils sont assez inarrêtables. Et en plus, quand ils ont du mal, il y a Stephen Frey, pardon, qui est derrière pour sauver les meubles. Hier, il a encore sorti une claquette incroyable. C'est un gardien, pour moi, c'est le meilleur gardien de la ligue. Et par contre, on voit que Frey est pas mal occupé puisqu'il manque. Voilà, Alonso est pas totalement remplacé par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il manque un 6 qui récupère le ballon directement. Sur les contres, ça fait assez mal, même si Kim et Marshall sont de bons défenseurs. Le fait que les ailiers montent énormément, comme Brad Smith, qui est qui joue littéralement latéral gauche. Il est tellement devant pendant tout le match qu'on pourrait ne pas croire que c'est un défenseur avec son numéro 11 en plus. Mais Brad Smith délivre des caviars en attaque en tant que centre. Ça change un peu de... J'aime beaucoup Nuhu. Il est très athlétique, bien mieux défensif que Brad Smith, mais Brad Smith délivre des centres aux petits oignons pour Will Brun, Rodiaz ou qui que ce soit. Et donc voilà, une très belle équipe de Seattle qui en plus fait jouer. Voilà, ils ont sur le banc toujours, comme je disais, Nuhu Tolo, Harry Shipp, Roman Torres, Buana, Wingo. Donc ils ont quand même pas mal de choix sur le banc et Will Brun en théorie. Donc c'est une équipe qui va avoir du mal à être arrêtée et qui devra se battre en LAFC. Et la semaine prochaine, ils jouent LAFC. Donc ça va être un duel très intéressant à voir. Et ils le jouent même 2 fois en 2 semaines. Chose étonnante. Donc 2 fois en 3 semaines, pardon. Donc voilà, une double confrontation qui va être assez importante pour le reste de la saison. Ouais, effectivement. Et juste pour ajouter quelques petites choses sur Seattle et Los Angeles FC, c'est les 2 seules équipes dans la MLS qui sont invaincues encore. Ouais. Donc, non, avec Houston, effectivement. Donc, c'est ça. Les 3 équipes sont dans l'Ouest. Les 3 seules équipes invaincues sont dans l'Ouest. C'est très drôle. Bon, Houston, c'est un peu différent. On en parlera un peu plus tard. Mais Los Angeles et Seattle, c'est ridicule. Pour ce qui est de Seattle, Brad Smith, moi, je le trouve vraiment excellent. Je pense qu'il a donné une passe décisive hier et peut-être une deuxième, mais je sais pas si elle a été comptée sur le premier but parce que il est dévié son centre repris par Bourne. Mais bref, en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir Seattle aussi haut. Tu l'avais dit en début de saison quand on avait fait notre guide par podcast, j'avais dit comme quoi il manquait un 6, puis on le voit. On le voit effectivement là. Je pense que ça va être très intéressant cette petite confrontation entre LAFC et Seattle. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être En drôle. plus, il y en a une le 22 et une le 28. Donc c'est vraiment en une semaine, 2 matchs, un à Los Angeles, un à Seattle. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais ça va être. J'espère que Rudias pour Seattle sera de retour et demandé pour LAFC. Et ça va être vraiment un duel entre 2 équipes qui. Enfin, LAFC est plus dans la possession et dans le beau jeu que Seattle. Seattle, il y a toujours quand même énormément de longs ballons, que ce soit pour Jordan Morris ou pour Rudias de la part de Brad Smith ou. Roldan aussi fait des belles ouvertures de temps en temps, mais ça va être très intéressant. Je pense que la LAFC va plus avoir le ballon. Seattle va essayer de les taper en contre parce qu'ils sont très rapides. Et non, ça va être un match super intéressant. Et Seattle, si l'effectif reste, surtout au milieu de terrain, reste en forme, ils ont moyen aussi d'aller chercher le supporter shield. Ouais, effectivement. Effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, ces 2 équipes-là, pour moi, ces 2 équipes-là, si tu ajoutes avec DC,
Je pense que c'est les trois équipes qui vont se battre pour le Super Challenge. C'est encore tôt, mais de ce qu'on voit maintenant en MLS, ça paraît que ça va être ça. Ça va être ça. Et Même que DC puis, est un peu moins fort, mais après, j'ai comme l'impression que DC n'a pas montré tout son potentiel non, encore. encore. Et puis, si on regarde, enfin, si sur l'auditeur, vous pouvez regarder le classement. Voilà, Seattle et aussi le LA Galaxy, dont on parlera un peu plus loin, mais ils ont un match en moins que LAFC. Et donc, ils sont vraiment très proches au classement. Houston aussi a 2 matchs en moins. Donc, voilà, la conférence Ouest va être très disputée devant, à mon avis, les 4-5 premières équipes vont vraiment se disputer les premières places. Ouais, exactement, exactement. Et on peut Euh, passer aux surprises. Si tu as ouais, rien à non, dire, j'ai tu peux. rien à Ah, pardon, on ajouter. va parler. Je sais pas si tu veux parler plutôt des équipes décevantes d'abord. Ouais, je préfère des équipes de se vendre, comme ça on finit sur une bonne note, le Ça podcast, en marche. parlant des surprises. Eh bien, je te laisse commencer. Parfait. Ben, écoute, les équipes de se vente. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller à l'ouest. Et pour moi, parce qu'il y a deux équipes qui, pour moi, sont décevantes pour deux raisons complètement différentes. On va commencer en premier par Vancouver. Vancouver, euh, oui, OK, je comprends, on est au début de la saison. Je comprends que c'est une nouvelle équipe au complet. Je comprends que il faut du temps pour que le système de jeu de Marc Dos Santos soit en place. Je comprends tout ça. Mais je voulais pas dire décevante en termes de points, parce que bon, ils ont 2 points en 6 matchs. Ils ont eu 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Ils n'ont aucune victoire encore. C'est pas ça que je trouve décevant, parce que il fallait s'y attendre avec une équipe complètement remaniée, comme quoi ça va prendre du temps avant que ça prenne. C'est vraiment pas ça. Là où je trouve vraiment décevant, c'est que c'est dans le jeu au début de la saison, ça a été très, très approximatif. Par contre, on voit une progression. On voit le dernier match hier face à Chicago. Mhm. C'était quand même, le jeu était quand même de loin mieux. Sauf qu'offensivement, ça pêche encore, pardon, devant le but. Euh, mais c'est ça, on sent que la progression est un peu trop lente. Il doit y avoir quelque chose. Il manque ce petit joueur exceptionnel qui va venir et te donner, t'amener ce geste venu un peu de nulle part. C'est tous des joueurs, je pense, qui sont un peu au même niveau. Et je trouve ça dommage. Je pense aussi, quelque chose qui est aussi décevant, c'est la défense. La défense, elle prend l'eau à chaque fois. C'est très inquiétant. Je m'attendais à voir une défense d'O'Neal Henry, Derek Cornelius en défense centrale, les deux défenseurs canadiens, internationaux canadiens, qui jouent déjà ensemble pour le Canada. Mais malheureusement, Cornelius est sur le banc parce qu'il a mal commencé la saison. Puis là, on voit Godoy avec Henry. Puis même là, entre les deux, c'est pas trop ça. Et c'est ça qui me dérange un peu. Je veux pas dire que c'est la fin du monde pour Vancouver, mais c'est pas non plus très beau. Voilà, c'est pas non plus très beau et c'est quand même inquiétant. Euh, je, je- ouais. Ils sont quand même 10e à l'ouest. Ils sont pas complètement largués. Il y a juste 6 points entre eux et la 7e place. Euh, je pense qu'ils vont s'améliorer au fil du temps, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu meilleur arrivé au 6e match de la saison. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu mieux que ça. 0,33 points par match, c'est assez mauvais. Assez Ouais, mauvais. Je c'est sais pas vrai si... que c'est important de rappeler le ratio de points par match, puisque certaines équipes ont fait moins que d'autres. Et je suis assez d'accord avec toi pour les Whitecaps. Après, moi, je les ai jamais vus trop haut en début de saison. Au niveau de la défense, par contre, je trouve que Maxime Crépeau se défend. Ah Euh, oui, ah oui. Goal, Je ça, parlais de la défense, pas du ouais. gardien. Crépeau a été extraordinaire depuis le début de la saison. Et alors, je vais pas essayer de prononcer son nom, mais en fait, je vais essayer. Wang Inbeom, Ouais, le, Inbeom. ouais, qui avait été acheté après la Coupe d'Asie, il me semble, par Vancouver. Et aussi une belle surprise pour moi. Il fait des matchs corrects, même si j'avoue que enfin, je ne connaissais rien. Mais c'est vrai que enfin, je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas évaluer son niveau avant. Mais il fait des matchs corrects avec Vancouver. Mais je suis d'accord, le reste, c'est assez moyen et c'est en reconstruction totale. En plus, le problème avec Vancouver, c'est que c'est aussi une ville qui ne donne pas envie d'aller regarder les matchs parce que leurs fans sont pas dingues. Lors du match contre le LA Galaxy, ils applaudissaient Zlatan et ne faisaient aucun signe ne montraient aucun signe
support pour leur propre équipe. Donc il y a pas mal de choses qui vont mal avec Vancouver, que ce soit sûr et en dehors du terrain. Après, on connaît Marc Dos Santos, il peut reconstruire l'équipe, mais ça va mettre beaucoup de temps. Et moi, je ne voyais pas du tout en playoff de toute façon cette année. Je pensais qu'ils allaient aussi rater. Donc bon, voilà, hein, ça arrive. Mais c'est vrai que les points, un match contre Chicago, par exemple, c'est vraiment des points qu'il aurait fallu gagner parce que Chicago n'est pas en bonne forme. Euh, et ils avaient aussi raté au début de saison contre Minnesota. Et c'est aussi le genre de points qu'il aurait fallu prendre tout de suite contre des équipes qui pouvaient avoir le même niveau. Et maintenant, ils semblent vraiment s'enfoncer en bas du classement. Et je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont l'air de mettre quand même leur meilleur 11 à chaque fois. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que Freddy Montero Ouais, devait jouer en neuf? Est-ce que ça doit être. je suis très déçu par Freddy Montero qui avait fait un prêt assez concluant avec Vancouver il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et là, il est revenu, il est complètement acheté par le club, puis il fait rien. Il est tellement invisible. J'aimerais revenir sur Inbeom. Inbeom a vraiment beaucoup de potentiel. Il est vraiment excellent. Je pense que c'est lui qui va devenir un peu comment on appelle ça, franchise player, donc un peu la star du club dans les années à Hmm. venir. C'est encore tôt, mais il est vraiment très, très, très bon. Jordi Reyna, qui avait fait une super bonne saison il y a 2 ans, là, il est assez bof. Ouais, mais c'est ça. Il y a le Ali Adnan en tant que latéral gauche qui fait de très bons matchs. Puis après, il va tirer un penalty, puis il essaie une panenka complètement manquée. Allez la Euh, voir si vous pouvez. Franchement, c'est la c'est Panenka la plus ratée du monde. C'est triste. C'est hilarant. C'est Mais gênant. le pire, c'est qu'il avait été tellement bon dans ce match-là. J'ai vu le match, puis Hmm. il avait été tellement bon. Puis là, il va faire une connerie pareille. Puis tu es là, OK, on se calme, ta grosse tête. Mais bon, donc c'est ça qui est un peu désolant du côté de Vancouver, c'est que c'est impossible qu'ils restent à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont s'améliorer parce que je pense qu'il n'y a personne qui montre encore son vrai niveau. Et c'est ça qui est décevant. Et Hmm. c'est pour ça que je l'ai mis dans les équipes décevantes, parce que point de vue potentiel, ils ont le potentiel de faire beaucoup mieux, mais il faut leur donner le temps. Il faut leur donner le temps. Puis je passe à la deuxième équipe. Mhm. La deuxième équipe qui est pour moi extrêmement décevante, et puis je pense que je vais surprendre personne avec, avec ce que je vais dire, mais c'est les Timbers de Portland. Bon, les finalistes de l'année passée vont vraiment, vraiment pas bien. Il faut avouer, oui, on est au courant que Portland ne joue pas à domicile parce que leur stade est en train de subir des rénovations quand même majeures. Ils ont joué 6 matchs à l'extérieur, Mhm. 5 défaites, un match nul. Finaliste de l'année passée. On sait que Portland et Seattle, les deux rivaux, ont toujours été connus pour avoir des débuts de saison assez nuls. Seattle est en train de prouver le contraire cette année. Mais il y a nul et il y a très, 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 très nul. Et puis là on est dans le ridicule. Là. On est vraiment dans le ridicule. Puis c'est pas comme si Portland avait joué que des forces en MLS ou Ouais. non. Non, non, Portland se retrouve avec 5 défaites contre des clubs. Bon, comme je dis, il y a un mix de clubs, mais il y a des clubs assez moyens. Je suis en train de revenir sur le calendrier de Portland. Puis, par exemple, ils perdent à San Jose 3-0. San Jose, Mhm. qui est une des moins bonnes équipes de la saison. Ils 3-0 perdent à Cincinnati aussi est dur. 3-0 à Cincinnati, exactement, j'y arrivais. En tout cas, c'est dommage de voir Portland aussi mauvais que ça. J'ai jamais été un fan du gardien, Attinella, puis là, il est en train de prouver qu'effectivement, l'année passée, c'est peut-être la défense qui l'aidait autant, mais il est pas très, très, très bon. En défense centrale, ça va mal aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'en défense centrale, on critiquait, on trouvait que Cascante ou Tuiloma ou Mabiala étaient pas assez bons et ils ont quatre, ils savent pas quel mettre en défense. Bah hier, ils en ont mis trois d'un coup et ça n'a pas marché non plus. Cascante, Tuiloma et Mabiala étaient titulaires et ils ont quand même perdu de. Je sais que tu es content, toi, parce que c'est ton rival, mais Non, mais n'empêche. c'est triste. Enfin, c'est triste, mais en plus, on le savait depuis le début de la saison. Tu vois, ils avaient quatre défenseurs centraux, personne ne savait qui allait être titulaire. Ils ont ramené Dielna aussi et Ah Kodiana. non, Diallo, je suis Ouais, désolé, bah, là. les quatre en fait, c'était moyen, c'est ça le problème. Tu as quatre défenseurs, tu sais pas lesquels choisir, mais les quatre sont moyens. C'est pas comme si on avait un qui était titulaire assuré, tu vois. C'est-à-dire que il Ben, faut je pense essayer que Mabiala, technique. Mabiala était celui qui sortait un peu du lot, mais Ouais, mais t'es pas encore assuré, tu vois. Et le problème, ouais. c'est que à cause de ça, ils ont dû, enfin, ils essayent, mais ils ont pas encore trouvé la combinaison qui marche.
Non, et en plus, pour ne rien arranger, en pointe. Ils ont personne comme attaquant de pointe. Là, ils jouent avec le jeune Jérémy Ebobisse, qui pour moi est plus un ailier qu'un attaquant de pointe, même s'il se débrouille plutôt. Euh, il n'est pas nullissime, mais c'est pas l'attaquant de rêve en 6 matchs de but cette Moi, année. je Bon, il le est très jeune encore, trouve. il a Ouais, 22 ça, ans. je le trouve ok. Et je préfère ça parce que. Alors, je sais plus si c'est contre le Galaxy ou San Jose, je suis en train de regarder maintenant. Mais ouais, c'est contre le San Jose, je crois. Ils avaient aligné Melano en pointe. Puis quelle idée d'aligner Melano en pointe. Ah non, c'était pas contre. Enfin bref, ils avaient aligné Melano plusieurs fois en pointe, peut-être en cours de match. Et quelle idée. Enfin voilà, et Bobby, c'est un peu la seule solution tant qu'ils n'ont pas encore trouvé un attaquant de pointe. Ouais, exactement. Et puis tu parles de Mélano. Mélano, moi, je comprends plus rien. Il joue où maintenant? Parce que je comprends pas. C'est supposé être un milieu de terrain. Puis je pense que depuis qu'il est arrivé à Portland, juste, j'aimerais mentionner, c'est un joueur désigné. Ouais, c'est un des plus gros Euh, salaires. c'est un des plus gros salaires du club. Puis il est nullissime. Je ne comprends pas. Il n'a rien montré depuis qu'il est arrivé l'année passée. Je pense qu'il y a un gros problème de recrutement chez les Timbers de Portland. Bon, après, on est encore au début de la saison. Si je regarde le match de l'année passée, le match d'hier, pardon, où il jouait à Dallas, bon, il y a plusieurs choses. En premier, du penalty non sifflé avec une main, si je ne me trompe pas, c'est de Hedges, si je ne me trompe pas, en tout cas, de Dallas. Bon, c'est vrai que la main est décollée. Après, c'est ça où la FIFA va devoir prendre une décision par rapport aux mains parce que puis il y a certains arbitres qui vont l'appeler penalty, d'autres qui vont pas l'appeler penalty. Il y en a qui vont dire c'est pas volontaire parce qu'effectivement elle est pas volontaire. Il y en a qui vont dire qu'elle soit volontaire ou non, si jamais elle est décollée, c'est penalty. Donc moi je suis perdu par rapport à tout ça. Mais point de vue, si jamais on revient à la règle que la main est décollée, donc c'est penalty, oui, il est supposé y avoir un penalty pour Portland. Sinon, bah non, il n'y a pas de penalty parce qu'elle n'est pas volontaire. Donc bref, il faut arriver à trouver un consensus par rapport à ça à travers toutes les ligues du monde. Donc, c'est la FIFA qui doit prendre ces décisions-là, finalement. Ouais. Deuxième chose, il y a eu aussi beaucoup de malchance pour Portland, surtout sur le dernier match. Je regarde le premier but de Dallas avec une déviation du tonnerre qui profite à l'attaquant de Dallas qui marque le Mhm. premier but. Il y a aussi un peu de malchance. Le moral n'est pas là, mais bon, 6 buts marqués, 17 buts encaissés pour le finaliste de l'année passée. Ouais, c'est assez terrible. La défense est en lambeaux. Par contre, ouais, j'aime. Bon, c'est pas le sujet non plus, mais Dallas, par contre, était super bon hier. Ah Que oui, ce soit Pomical, Ferreira, les jeunes débarquent et Barrios et Aranguiz sur le côté aussi sont vraiment très très bons. ouais, effectivement, et c'est ça. Dallas, tout le monde pensait qu'ils allaient être très bas. Mais en fait, ils ont 13 points en 7 matchs. C'est quand même Mm. pas mal. Avec beaucoup de jeunes formés au club. Pomical, Ferreira sont vraiment très, très bons. Surtout Pomical. Puis voilà. Mais le but, c'est pas Dallas maintenant, même si on aimerait beaucoup faire plaisir à notre Mhm. ami Léo. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est mes équipes surprises. Pardon, décevantes, Décevante, ouais. décevantes de l'Ouest. Toi, dans l'Est, tu as des équipes qui t'ont déçu. Alors, ouais, moi j'ai choisi un choix un peu étrange. J'ai pas envie de parler des Red Bulls ou New York City FC parce que je pense que New York City FC sont pas mauvais, c'est juste qu'ils font quelques erreurs ici et là qui à chaque fois leur coûtent des points. New York Red Bulls, ils ont que 5 matchs, ils ont eu la CONCACAF. Bon, voilà, on va leur donner un peu le doute. Par contre, je trouve que Chicago est bien en dessous de ses ambitions et de ce qui. Je sais ils n'ont pas habitué, Chicago n'ont pas habitué à être une des meilleures équipes de MLS. Mais par rapport à leur effectif, pour moi, ils devraient être beaucoup plus haut. Et ils ont fait vraiment des erreurs un peu stupides tout au long de l'année. Euh, et ils devraient être plus haut dans le classement pour moi. Ils ont hier montré de belles choses, donc je pensais qu'il fallait en parler. À dire, pour le moment, c'est décevant, mais ça pourrait aller beaucoup mieux. Euh, Déjà, autour de Chicago, il y a un gros problème du Fire, parce qu'ils veulent faire un rebranding complet, ils veulent changer de stade, parce que le stade est vide à Chicago, c'est assez triste. Ils veulent revenir dans le centre-ville, dans un stade de football américain où ils étaient avant. Apparemment, ils veulent changer le nom, ils veulent changer le logo, ils veulent un peu voilà, essayer de revenir dans la ville, parce que Chicago avait beaucoup de mal à exister dans une ville où il y a pas mal de franchises de sport. Et donc, voilà, il y a tout ce problème en dehors du terrain qui existe. Et sur le terrain, malgré pour moi un des meilleurs quatuors offensifs de la ligue, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que voilà, ils ont Kataï, qui est pour moi, s'il était régulier, Kataï serait le meilleur joueur de la ligue. Hier encore, il a montré toute l'étendue de son talent sur quelques actions.
Sapong se débrouille très très bien, Nikolic aussi en pointe, même il a du mal en ce moment. Et le nouveau Gaëtan a été très bon hier, j'ai trouvé, contre Vancouver, parce que on parlait de Vancouver. Mais à chaque fois, ils font des erreurs complètement stupides. Hier, Ousted lâche le ballon bizarrement, ouais, sur le côté de la surface, il fait une sortie complètement ratée. Et du coup, ça profite à Vancouver. Et ils font des erreurs comme ça en masse. Par exemple, contre Seattle, ils se sont fait battre 4-2, mais clairement, c'est une équipe qui a le plus provoqué Seattle de l'année. Et ils auraient pu accrocher un nul, par exemple. Et ils l'ont pas fait. Mais avec Nikolic, Schweinsteiger, qui est aussi très bon, je trouve, offensivement, ils ont les armes pour aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment dommage de les voir galérer et être seulement 8e. Le problème, c'est que en défense, ça va pas très bien. Ils font des erreurs stupides. Marcelo aussi a fait quelques erreurs stupides cette année. Euh, voilà, que ce soit Schweinsteiger ou McCarthy, ils ont une énorme influence sur le jeu offensif de l'équipe, alors qu'ils sont défenseurs centraux ou milieu centraux. Mais par contre, dès que ça revient un peu, c'est plus compliqué. Mais voilà, je l'ai mis dans les déceptions parce que j'ai vraiment envie de voir beaucoup plus de la part de Chicago. C'est une équipe que j'aime beaucoup parce que j'adore Kataï et Kaiten. J'ai vraiment très hâte de voir. Et il faut qu'ils arrêtent de faire ces erreurs complètement stupides comme David Oustad hier pour essayer d'aller un peu plus loin. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, pour moi, c'est une des équipes qui me déçoit cette saison. OK. Ben oui, je suis d'accord avec toi par rapport à tout ce que tu as dit. Par contre, il faut arrêter avec les gardiens de niveau 3 là. Je suis désolé, mais Ousted et je parle de Ousted et je parle de Bendik aussi qui va prendre la place de Stephen quand Stephen va s'en aller. Euh, il faut arrêter. Il faut arrêter la MLS. Je comprends que c'est des vétérans, mais ils sont mauvais. Ils sont juste Je mauvais. suis plus mesuré que toi pour Bendik, je suis d'accord. Oustad, j'ai trouvé. Bon, il a fini complètement stupide hier. Mais il a des matchs avec, il a des matchs sympathiques aussi cette année. C'est vraiment, voilà, ça va il a fait quelques arrêts assez incroyables en début de saison. Et c'est pas le pire gardien de la ligue pour moi. Je dis pas que Mais c'est c'est le vrai que pire. Je dis qu'il y a des gardiens qui sont au poste de numéro 2 dans la MLS qui sont meilleurs que lui. Puis c'est ça qui me dérange. C'est qu'il y a des gardiens qui sont de loin meilleurs. Et c'est dommage. C'est dommage de voir ça. Mais c'est comme aussi, c'est la même chose à Los Angeles, Galaxy, Bingham aussi. C'est pas top top. Hein? Donc, bref. En tout cas, je suis donc un peu pour plus moi, mesuré. ouais, pour moi, c'est des vétérans, oui, je comprends, mais ils sont juste pas bons. Ouais, ils sont pas Ouais. bons. Mais bon, ouais, je suis un peu plus mesuré. Mais bref, pour revenir sur Chicago, je pense qu'il y a vraiment une marge de progression énorme, un peu comme tu pensais pour Vancouver, sachant qu'ils ont aussi sur le banc des joueurs comme Frankowski qui sont allés chercher le jeune Mihailovic, qui a fait des bons matchs quand il était Excellent, titulaire. il est excellent, mais Ouais. Mihailovic, pourquoi il est sur le banc? Et Euh, Francossi aussi, il a fait un très bon début de saison, je comprends Ouais, pas mais non. ça pang aussi. Donc, enfin, tu vois, c'est ça qui est pas mal. Il va y avoir un turnover, à mon avis, qui sera pas dégueu. Mais là, ils ont joué hier avec un numéro 10 qui était Gaëtan, parce que Gaëtan a fait un très bon match. Mais je pense que voilà, Mihailovic, il va avoir du mal à jouer plus avec Gaëtan, mais à mon avis, il va pouvoir jouer des matchs ici ou là. Et s'il repasse à un milieu à 3, il aura plus de chances aussi de jouer un petit peu. Pareil pour Frankowski. Et voilà, mais en tout cas, Kata et Nikolic, voilà, c'est des joueurs qui sont excellents et dans les meilleurs joueurs de la MLS, mais voilà, Chicago devrait aller plus loin. Et j'espère les voir recruter un petit peu derrière pendant le mercato. Et ma deuxième surprise, Oui. pardon, ma deuxième équipe décevante, c'est Atlanta United. C'est un peu compliqué de ne pas en parler. Atlanta et ce cher Frank De Boer qui a vraiment du mal à s'imposer. Ça, le problème avec Atlanta, c'est qu'on ne sait pas où ils vont. L'entraîneur Frank De Boer s'obstine avec des choix un peu étranges. Au début de saison, il voulait pas du tout faire jouer Villalba. Puis après, il a commencé à le faire jouer récemment en tant que titulaire. Il voulait pas, enfin, il voulait faire jouer absolument Barco. Puis après, hier, il le met pas. Et puis finalement, Marco rentre au cours de match parce que Remedi se blesse et Barco marque un doublé. Barco marque un doublé, pardon. Non, Donc, et un but, pas décisif, Marco. ah, pardon. Ouais, ouais. Mais oui, donc des erreurs stupides de la part de Frank De Boer. Je comprends pas sa stratégie. Non, il marque un doublé, je crois, hein, hier, par contre. Euh, Attends, je vais aller voir. Non, je pense qu'il a donné une passe décisive. Non, t'as raison. Il a marqué un doublé. ouais. C'est ma faute. Le Désolé, premier but désolé. le deuxième but, pardon, est super. Ouais, magnifique, Magnifique magnifique. but. Et Frappant, donc, magnifique. ouais, il y a un très beau match de Marco. Mais ouais, donc, il y a vraiment, c'est une équipe décevante parce qu'il y a des choses qui vont pas. Ils n'ont pas la même grinta que l'année dernière. Euh, De Boer, hier, nous met Parkeus, 35 ans.
défenseur droit, alors qu'il joue, enfin, alors que c'est un défenseur central de base. Donc, il s'obstine avec Break Shea, qui, pour être honnête, Break Shea, que on critique facilement, qui hier, contre New England, était très bon, il faut le dire. Il n'était pas très bon, mais il était bon. Euh, et pour être honnête, Parkus n'était pas horrible non plus à droite, mais c'est juste des choix très étranges de Weber qui va te mettre voilà, un capitaine qui a l'habitude de jouer en défense centrale, qui va le mettre sur la droite, je sais pas pourquoi, et qui s'obstine avec Blackshear alors qu'il y a des jeunes qui pourraient jouer. Mais hier, la victoire de 2-0 face à New England, c'est New England quand même en face, et New England est vraiment une des équipes les plus faibles cette année. Donc c'est assez dur de faire des conclusions sur cette première victoire de la saison. Mais voilà, le problème c'est que Atlanta United, une des meilleures équipes de l'histoire de la MLS l'année dernière, n'a qu'une victoire cette saison, et ils ont perdu des points face à voilà, Columbus, ils n'auraient pas dû, d'ici ils n'auraient pas dû. Euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est une des meilleures équipes l'année dernière. Et là, ils ont vraiment du mal. Hier, je regardais un petit peu aussi. Joseph Martinez a raté les occasions que l'année dernière, ils auraient mis au fond. Mais cette année, il tire sur le gardien 2 ou 3 fois. Et ça aurait pu faire 3 ou 4-0 pour Atlanta, mais ça n'a pas fait parce que Joseph Martinez, je sais pas si c'est un problème de confiance ou quoi que ce soit, mais euh, il rate des trucs qu'il ratait pas l'année dernière. Donc voilà, des choses assez problématiques du côté d'Atlanta. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Ali. Bah écoute, t'as parlé aussi comme des Red Bulls, comme quoi ils participaient à la CONCACAF, même chose pour Atlanta. Donc aussi peut-être qu'ils se sont pas entièrement remis. En tout cas, je doute, mais c'est pas une. Je suis juste en train de dire que c'est possible. Moi, c'est les défaites que t'as mentionnées contre DC, contre les. Tu m'as dit DC, puis tu as dit. En tout cas, Columbus. Columbus, ouais, contre Columbus. Pour moi, je pense que Columbus et DC, son point de vue préparation, point de vue coach, point de vue système de jeu, étaient supérieurs. Donc, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est les autres résultats qui me dérangent. Quand tu fais à domicile des matchs, les deux à domicile, des matchs nuls contre Philadelphie et Cincinnati, Mm. quand tu es une équipe aussi dominante que l'année passée, c'est là où le bas blesse. C'est pas normal. C'est pas normal. Cincinnati, oui, ils font un très bon début de saison, mais n'empêche, Atlanta, c'est le champion en titre. C'est pas normal. En tout cas, puis debord, ces décisions, c'est ridicule. Hier encore, je pense, Pity Martinez, on l'a presque pas vu durant le match. Ah, mais il était. Désolé, attends, je ne vais pas dire de bêtises, Il mais est je crois pas qu'il. rentré en jeu, je pense. Ouais. Il a même pas, j'ai pas vu le match, j'ai vu une partie à la fin, là, mais je l'ai pas vu au complet. Mais je pense qu'il est rentré en jeu, puis Ouais. il a pas fait grand-chose. Quand c'est ta recrue phare de l'année qui fait pas grand-chose, je sais pas Après, ce qui se passe avec Debord. moi, Je sais je vraiment pas. trouve que hier, bon, encore une fois, New England, c'est vraiment mauvais, donc c'est dur de faire les conclusions. Mais hier, il a eu, en tout cas, la justesse de pas mettre Petit Martinez, qui était pas très bon depuis quelques matchs. Tu vois, il a eu le courage de faire ses choix. Et voilà, par exemple, Julian Gressel, qui était titulaire à droite, a fait un très bon match, je trouvais. De belles ouvertures pour Martinez. Nagby aussi au milieu de terrain, qui était vraiment un milieu de terrain assez haut, là, pour une fois. A fait aussi un bon match. Donc, il tente des trucs. Comme je disais, Parkus à droite, Nagby plus avancé, Pini Martinez sur le banc. Certains sont bons, certains sont mauvais. Mais au moins, il essaye. Mais oui, par contre, ses choix, voilà, c'est toujours assez étrange. Et la défense s'est fait prendre 1 ou 2 fois par New England de court, ce qui aurait pu faire beaucoup de mal. Mais voilà, à mon avis, dehors, je pense que s'il fait pas les playoffs, il y a moyen qu'il saute à la fin de l'année parce que ça va pas aller. Et c'est Oh, dommage pour Atlanta. bien avant, moi, je pense. Bien avant. Je pense que Debord, je pense que vers d'ici fin avril, début mai, s'il ne redresse pas la barre, je pense pas que le propriétaire, Euh, son nom, Banks, Banks, je Ouais. pense. Non, Ouais, en c'est tout cas. Darren Eagle. J'ai un peu En envie tout de dire cas. de bêtises. Ouais. Ouais, bon, bref. Je suis sûr que les dirigeants vont pas accepter ça d'une équipe en titre si jamais ils ne redressent pas la barre. Parce que là, on regarde le classement. Atlanta à l'Est est neuvième de l'Est avec 5 points en 5 matchs. Donc une moyenne d'1 point par match. Ils ont joué 2 matchs à domicile, 2 matchs nuls, puis 3 matchs à l'extérieur, une victoire, deux défaites. C'est mauvais. C'est Ouais. mauvais pour une équipe de la sorte. Mais je pense pas qu'il se fera sauter avant les playoffs d'Eber parce que certains trucs sont pas de sa faute. Je disais le fait que Joseph Martinez est plus, pas aussi autant de précision, le fait que Greg Garza par exemple il aurait pu être bien utile, il a été vendu, bah, c'est pas de sa faute non plus. Euh, donc je sais pas exactement ce qui va passer. Il faut que Martinez et Barco arrivent à bien se mettre dans le schéma tactique et puis
faut laisser un peu de temps à Villalba et Gressel s'ils sont meilleurs qu'eux. Et voilà, mais ils ont l'effectif pour être beaucoup plus haut, et donc ouais, c'est une déception pour moi. C'est sa Et excuse-moi, petite rectification. Le propriétaire d'Atlanta, c'est Darren Arthur Hills. Blank. Non, Ah, Arthur Blank. alors, Donc, c'est Arthur Darren Hills, Blank. c'est peut-être le président alors. C'est peut-être le président, effectivement. Non, c'est Blank, donc c'est lui, Blank, donc comme blanc. C'est lui qui a, qui a mis tout cet argent-là pour construire Atlanta champion en titre 2018. Et je pense pas que c'est quelqu'un de très patient avec son équipe de soccer, parce qu'avec son équipe de football américain, il est assez patient. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais bon, il est assez patient parce que les Falcons, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Mais bon, donc c'est ça. Moi, je suis un peu moins convaincu que toi par rapport à ça. Je pense que si Debord ne redresse pas la barre d'ici mi-mai, il est dehors. Et je suis d'accord avec Léo a fait une belle prédiction, je pense, dans les quick picks, dans les hot picks en début d'année, les paris dingues. Si vous voulez aller voir sur notre site, on a fait chacun, 4 d'entre nous, on a fait des paris assez bizarres en MLS. Puis Léo Villemain a dit que ce serait Franck Debourg qui serait renvoyé comme le premier entraîneur envoyé en MLS cette année. Puis à date, ça a l'air qu'il a raison. Mais après, voilà, c'est toujours compliqué avec l'Atlanta parce que je l'ai répété plusieurs fois dans les podcasts, mais quand tu es une équipe, enfin, tu es une fanbase qui a tout gagné en 2 ans, forcément, la première série de défaites, ça va être la première série de défaites de l'histoire de ton club. Donc forcément, ça va être compliqué pour eux. Et c'est un peu, voilà, c'est un enfant pourri gâté à qui tu dis ah non, désolé, tu peux plus gagner pendant 10 matchs. Et là, forcément, ça va pleurer, ça va crier, mais j'ai pas envie de dire qu'il faut qu'il s'habitue à plus gagner, mais bon, voilà, c'est l'histoire d'un club, ça monte, ça descend. Et donc ça va être très intéressant de voir comment les fans réagissent si jamais, par exemple, ils ratent les playoffs. Ils vont mettre le feu au stade, ça va être marrant. On peut passer aux surprises maintenant? Ouais, Ouais. allons-y. Je te laisse commencer. Encore une fois, tu as pris l'Est par contre cette fois. Ouais, là j'ai pris l'Est parce que je peux pas ne pas prendre l'Est. Il y a... Avec Canada. Je vais parler Canada, effectivement, parce que dans nos paris dingues aussi, notre cher Antoine Latran, ici présent, a dit qu'il n'y a aucune équipe canadienne qui ferait les playoffs. Bon, après, c'est sûr qu'au début de la saison, ça avait l'air assez noir l'avenir. Il n'y avait pas encore Pozuelo à Toronto. Exactement, il n'y avait pas encore Pozuelo à Toronto. Et je vais parler des équipes canadiennes de l'Est, parce que les deux impressionnent et les deux gros rivaux, peut-être une des plus grandes rivalités en MLS, en plus de, c'est sûr, Seattle-Portland, mais Toronto-Montréal, c'est quand même assez gros comme rivalité. Et puis ces deux équipes-là sont en feu. On va commencer en premier par Toronto FC. Toronto FC a joué juste 5 matchs en date d'aujourd'hui. Ils ont 10 points, ce qui est excellent. Ils ont eu leur première défaite de la saison hier contre Seattle, 3-2, une des meilleures équipes de la MLS au complet. C'est pas passé très, très loin ils sont pas passés très loin de faire un match nul. Ils ont été très, 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 très bons durant le début de la saison et tout le monde les voyait dans les bas-fonds du classement de l'Est. Pas seulement toi, Antoine, mais tout le monde, même moi, je voyais Toronto vraiment mauvais. Mais ils ont, et tu en as parlé, ce joueur-là, ce joueur clé qui a tout changé, c'est Pozuelo. Pozuelo qui vient, Alejandro Pozuelo qui vient de Belgique, qui est espagnol, mais qui vient de Belgique, qui a joué en Belgique. Et son entente Pozuelo avec Altidore, elle est ridicule. Ridicule parce que j'ai jamais vu un duo cliquer aussi rapidement que ces deux joueurs-là. C'est pas normal. Pozuelo, Altidore, je pense, déjà 3 buts, 3 passes décisives. 3 passes décisives, en tout cas, si on les mélange ensemble. Juste pour ce duo-là. C'est quand même énorme. Toronto est en forme. Toronto va très, très, très bien. Et si jamais, là, ils ont 2 matchs de moins que la plupart des 7 premières équipes dans l'Est, si jamais ils gagnent leurs deux matchs en retard, ils sont premiers de l'Est. Ils dépassent même DC United. Donc, bref, ça va très, très bien. Le petit côté qui va un peu moins bien, c'est du côté de Toronto, c'est la défense centrale. C'est pas encore trop ça, même s'ils ont été un peu plus solides. Mais le duo Simon, Mavinga, Moore n'a pas joué encore cette année, mais ce duo-là est quand même un peu chancelant parfois, par moment. Mais point de vue résultat, Toronto va très, très, très bien. Je suis sûr que tu as vu le match hier, Antoine. Est-ce que tu as
d'autres genres de remarques à me donner. Ils ont aussi eu la possession de la balle hier, bien évidemment, contre Seattle qui joue en contre-attaque. Mais j'ai trouvé, oui, Altidore est impressionnant. Il a été souvent blessé, donc on n'est plus habitué à voir. Mais vraiment, il a un physique tellement impressionnant il arrive à se faufiler malgré son corps et à contrôler des ballons super durs à avoir. Et Pozuelo, lui, en plus, lui donne plein des bons ballons. Donc, ouais, non, très bon joueur. En plus, Pozuelo était vraiment ce qu'il fallait parce que Jovinko est parti, tout le monde le sait. Et puis, quand ils avaient ramené comme recrue des mecs comme Terrence Boyd, on se disait, bon, bah, c'est mort pour Toronto. Mais non, au final, hier, ils ont passé pas mal de problèmes à Seattle. Par contre, la défense, ça va pas du tout. Et contre une équipe rapide comme Seattle, par exemple, on voyait qu'ils avaient du mal sur tous les contres. Dès qu'il y avait un centre dangereux, ils étaient pris de court, que ce soit Simon ou Mavinga ou Zavaleta, parce qu'ils jouent avec trois derrière. Donc, ouais, ils ont un peu de mal là-dessus. Par contre, je trouve que Bradley, mais je l'ai dit plusieurs fois sur le podcast, a un début de saison assez bon. Et Osorio et Delgado aussi gèrent au niveau de T1 avec De Leon et Moreau sur les côtés. Donc, deux bonnes choses pour Toronto. Mais contrairement à toi, je sais pas, je doute que ça passe parce qu'ils se posent vraiment sur deux attaquants et derrière ça va pas. Donc ils vont jouer à Minnesota la semaine prochaine et ça va être intéressant de voir s'ils vont prendre une claque ou pas contre une équipe qui a de très bons attaquants. Ouais, effectivement, c'est juste que je suis surpris de les voir aussi haut. Et pour moi, c'est la grosse surprise. Tout le monde s'attendait Mm. à ce qu'ils soient aussi bas. Ils ont quand même atomisé New York City FC 4-0. Bon, après, le reste de leur victoire, c'est contre des équipes un peu modestes. À Philadelphie, ils ont gagné 3-1. Face à New England, ils ont gagné 3-2. Contre Toronto, Chicago, ils ont fait 2-2. Puis là, ils perdent à Seattle. Mais oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore rencontré la crème de la crème, comme on dit. Mais ces prochaines semaines, donc, ils reçoivent Minnesota. Puis après, bon, après, même là, ils n'ont pas de gros matchs avant le 15 mai où ils reçoivent DC, à part le Mm. déplacement à Atlanta. Ouais. Et bon, réception de Portland, je pense pas que ce sera un problème cette année. Mais bon, c'est impressionnant de les voir aussi haut. Je m'attendais pas de les voir aussi haut maintenant, mais Pozuelo, quel joueur. Mais quel joueur. Mathias Van Hals, dans les Renards du Soccer, que vous pouvez voir sur Culture Soccer, sur notre site web, aussi une émission hebdomadaire sur la MLS. On avait reçu Mathias Van Hals et Mathias Van Hals avait dit Pozuelo, si jamais, il n'avait pas encore signé, mais si Pozuelo signe à Toronto, ça pourrait être un candidat pour le titre de meilleur joueur en MLS. Puis il est en train de le prouver. Mm. Euh, Eh la, ben. Et je t'espère la deuxième surprise parce que tu as la envie deuxième d'en parler. surprise, c'est mon équipe à moi, comme vous le savez, supporter de l'Impact de Montréal. Et l'Impact est en train d'impressionner vraiment beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est une surprise. En premier, l'Impact de Montréal, comme vous savez, Montréal, il neige beaucoup. Donc, ce qui fait que les premiers matchs de la saison, il les joue à l'extérieur. En premier, on a commencé avec 6 matchs à l'extérieur pour 2 victoires, 2 nuls, puis 2 défaites. C'est excellent parce que l'Impact l'année passée, qui a fini à 4 points des séries éliminatoires, donc à la 7e place, à 4 points des séries éliminatoires, avait juste récolté 11 points toute l'année à l'extérieur. Mm. Cette année, juste en 7 matchs, ils ont déjà 8 points. Et enfin, hier, ils ont joué leur premier match à domicile. Ils n'ont pas très bien joué, comme tu l'as dit, Antoine. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'un match nul aurait été très, très, très logique. Mais l'Impact a réussi à prendre les 3 points grâce à un but d'Harry Novillo. Il ne faut pas oublier aussi que l'Impact de Montréal arrive à faire tout ça. Donc, 11 points en 7 matchs, dont 6 matchs à l'étranger, avec une moyenne de 1,57 par match. Ils arrivent à faire ça non seulement avec 6 matchs à l'étranger, mais en plus, c'est le 4e match de suite qu'ils n'ont pas leur star, Nacho Piatti. Mm. Donc, c'est très surprenant, très encourageant. Même moi, en tant que supporter, dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à voir l'Impact aussi haut. Mais non, surtout sans Piatti. Sans Piatti, on s'entend, Piatti, d'habitude, c'est 50 à 60% du ratio de but de l'équipe. Donc, bon. Bon, faut pas oublier aussi qu'il y a eu, tout le monde a broyé du noir. L'Impact a eu un déplacement très compliqué à Kansas City où ils se sont fait atomiser 7-1. Malgré ça, ils sont 3e de l'Est, juste derrière le Crew et à 3 points de DC. Et c'est très, 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 très surprenant. Je peux parler des heures et des heures de l'Impact, mais je vais laisser Antoine ajouter son petit grain de sel. Ouais. Non, moi, je suis aussi surpris, mais j'ai pas autant d'optimisme que toi. Parce que voilà, je trouve oui, contre Columbus hier, la victoire n'était pas trop méritée. J'ai trouvé qu'il y a 2 semaines contre New York City FC, ils étaient vraiment très proches de perdre 1-0. Même contre DC United, c'était pas mauvais, mais enfin, ils auraient pu perdre sur un fait de jeu
aussi rapidement. Et je ne suis pas convaincu qu'ils vont réussir à avoir cet élan toute la saison. Je reste assez. Voilà, je doute encore un peu de l'impact, même s'il y a de meilleures choses, comme tu l'as dit. Et le fait qu'ils arrivent à gagner sans Piatti, déjà, c'est assez énorme. C'est un exploit en soi. Et voilà, il y a des bonnes choses. Mais Van Bush aussi me surprend énormément. Mais voilà. Euh, Ouais, Evan Bush a été excellent et vraiment, hier, c'est peut-être l'homme du match. Hier, il c'est a fait ça. 3 arrêts déterminants. Je suis complètement d'accord avec ton analyse par rapport au match d'hier, comme quoi un match nul ou même une défaite aurait été plus logique et que New York City aussi, ça a fini un match nul. Mais ça aurait pu tourner à l'avantage de New York City. Pas trop d'accord, par contre, au match à DC, que je pense que l'Impact a complètement dominé et je pense que l'Impact méritait d'une victoire, d'après moi. Hmm. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis un peu plus convaincu que toi parce que je pense que quand Piatti reviendra de blessure, je pense que le club sera encore plus dangereux. Il y a une profondeur de banc. On regarde le match à DC. L'Impact a fait une rotation, ce qui a jamais vu chez l'Impact. Je suis supporter de l'Impact depuis très longtemps, abonné de saison depuis 7 ans. Et puis, je peux vous dire, c'est la première fois depuis ma vie de supporter que je vois l'Impact faire une rotation, faire jouer 6 joueurs canadiens à DC United et Mhm. jouer aussi bien. Ils ont failli remporter la victoire, comme je l'ai dit. Ils ont été excellents jusqu'à la 75e minute. Puis bon, les 15 dernières minutes, ils ont joué défensif parce qu'ils étaient contents du match nul. Mais ils ont été excellents, ces 6 joueurs canadiens. On avait 4 joueurs de banc qu'on n'aurait jamais cru qu'ils auraient été aussi bons, comme Chami Chom, comme Zachary Brodillard, comme Clément Baillat, ainsi de suite. Ça a été extrêmement intéressant de voir l'Impact avoir cette profondeur-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, je salue aussi les fans de l'Impact qui ont déployé un tifo très sympa hier, demandant à Don Garder de plus de justice au niveau des green cards. Le fait que les clubs américains peuvent facilement faire jouer des étrangers par rapport aux clubs canadiens, c'est assez sympa aussi comme tifo. Donc je salue j'ai regardé le match d'ailleurs, j'étais surpris de l'ambiance au stade. Il y avait vraiment une très belle ambiance hier, je le trouvais. On entendait vraiment les fans chanter. Ben, j'y étais, c'est Ouais. normal, c'était cool. Mais non, mais parfois, enfin, c'est pas à chaque match de l'Impact que j'entends autant à la télé les bruits des fans. Et là, vraiment, c'était très, voilà, on pouvait les entendre. Et enfin, je salue donc les fans de l'Impact, Ben, qui je suis sûr, il il y en a qui nous écoutent. il faut le dire que il y a une ambiance autour de l'Impact de Montréal cette année. Il y a eu beaucoup de changements qui font que les supporters sont en feu et ont hâte. Ils sont vraiment en feu. Ils sont vraiment en feu parce qu'il y a plein de choses que les supporters demandaient de la direction et de l'Impact de Montréal qui sont enfin en train d'être en place, que ce soit du côté des dirigeants de l'Impact de Montréal avec le changement, le propriétaire qui laisse sa place à Kevin Gilmore, un nouveau directeur, un nouveau président. Bref, il y a eu plein de changements qui ont été faits en cours de saison, durant la saison morte, qui a beaucoup encouragé certains sceptiques de l'Impact de Montréal. Donc, c'est peut-être pour ça que l'ambiance était aussi magnifique que ça au Stade Saputo. Ouais, une bonne ambiance et une bonne stratégie à long terme, j'imagine. Ben, on verra bien, on verra bien. Et toi, quelles sont tes équipes surprises? Je suppose que toi, tu as pris l'Ouest. Ouais, c'est ça. Alors, je vais pas faire dans la superbe originalité, mais pour mes favoris, j'ai pris le premier et le deuxième. Là, j'ai pris le troisième et quatrième. Ouais, comme toi d'ailleurs. Super original. On va commencer avec le LA Galaxy. J'étais assez sceptique au début de saison parce que parfois ils jouent mieux sans Zlatan, parfois ils sont Zlatan dépendants. Tu sais jamais trop ce qui se passe avec le LA Galaxy. Et là, ils envoient pas mal. 15 points en 6 matchs, 5 victoires, une défaite. Parfois un coup de chance, les victoires, parfois, c'est juste Zlatan qui arrive à marquer des buts en cours de match qui sont complètement à l'encontre des dynamiques, mais je les trouve très intéressants. La nouvelle recrue Antuna sur le côté gauche est très bonne. Les Jets au milieu de terrain, comme ceux avec la sélection américaine, et enfin, je trouve excellent. Alessandrini et Ibrahimovic devant aussi incroyable. Ils ont une profondeur de banc très intéressante avec notamment, voilà, on sait que sur ce podcast, on adore Boateng, qui quand il joue est très bon aussi. Il y a Dos Santos au milieu de terrain, Jonathan Dos Santos qui aussi gère parfaitement ce milieu de terrain avec Corona. Et ils ont recruté un nouveau défenseur central qui apparemment est pas très bon en Serie A, Giancarlo Gonzalez, qui joue à Bologne, euh, et qui n'a pas pu jouer ce week-end. Et c'est Diego Polenta qui a joué avec Steres, mais apparemment
Gonzalez serait assez bon pour jouer chaque semaine. Donc c'est-à-dire qu'ils ont au moins trouvé un de leurs défenseurs centraux pour sûr. Et puis après, ils vont alterner entre Polenta, Steres, Romney, on va voir. Mais donc voilà, il y a une certaine stabilité qui se construit, une certaine dynamique. Ibrahimovic est vraiment excellent. Moi, j'ai toujours trouvé que parfois il ralentissait un peu son équipe, comme avec le PSG d'ailleurs. Mais voilà, il faut l'avouer, il est très bon. Ils ont des joueurs sur le banc, des Pontius, des Boateng qui peuvent faire rentrer en cours de jeu. Donc les blessures sont pas forcément un énorme problème. Et je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais complètement oublié Giovanni Dos Santos. C'est-à-dire que il est parti cet été après des problèmes rocambolesques sur le statut de joueur désigné. Et en fait, plus personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il manque absolument pas à l'équipe. Ils ont absolument pas besoin. Et vraiment, quand j'ai repensé à lui l'autre jour, j'étais en train de faire un jogging, j'ai repensé à lui et j'étais en train de me dire, mais en fait, tout le monde s'en fout de lui. La Galaxy se débrouille très très bien sans lui. Ils ont bien fait de le laisser partir. C'est assez intéressant parce qu'il est mentionné nulle part alors que tu vois, Jovinko, on en a parlé, il part de Toronto, ils vont leur manquer. Giovanni Dos Santos, son absence se voit pas, alors que l'année dernière, il était pourtant titulaire. Ouais, il était titulaire, sauf qu'il a jamais été très aimé Ouais. au Galaxy. Il a jamais été très bon non plus. Il a eu quelques petits flashs à droite et à gauche, mais rien d'extraordinaire. Comme sur l'ensemble de sa carrière, Giovanni Dos Santos, c'était un joueur qui était tellement, quand il était très jeune, qui avait tellement de potentiel, tout le monde pensait que ça allait être le prochain Maradona. Puis en fait, il a juste déçu partout où il est passé, à part un peu une période à Villarreal en Espagne. Mais Mhm. sinon, il a été vraiment décevant, et même au Galaxy. Puis il y a plusieurs qui pensaient que Giovanni Dos Santos ne méritait pas ce contrat de joueur désigné durant la saison morte. Puis après, ils l'ont lâché. Puis personne, il manque à personne. C'est exactement ça. Je suis vraiment étonné à quel point il n'est pas mentionné du tout. C'est-à-dire que tout le monde l'a complètement oublié. C'est bon. Effectivement. Et J'aimerais juste, ouais. par contre, excuse-moi Antoine, ajouter quelques petites choses sur la LA Galaxy. C'est vrai qu'ils sont très bons. Je veux juste donner un peu le revers de la médaille. Ils n'ont pas joué grand monde encore Ouais, à ouais. Galaxy. Ils ont joué ils se sont imposés contre Chicago. Ils ont perdu à Dallas. Puis après, bon, le seul match où ils ont eu une bonne victoire, c'est contre Minnesota, mais même Minnesota était complètement amoindri. Puis c'était à domicile pour Galaxy, puis ils ont gagné juste 3-2. Puis après, ils se sont imposés contre Portland, on en a parlé, contre Vancouver, on en a parlé, contre Philadelphie aussi, qui a un très mauvais début de saison. Bref, je m'attends pas. J'ai encore mes réserves sur le Galaxy. Pour moi, la défense centrale est vraiment pas bonne. Tu en as parlé un peu. J'ai Pour hâte ce de qui voir le nouveau, justement, ben, Giancarlo Gonzalez. Je pense qu'il sera titulaire. il sera titulaire, en fait, il fait un retour en MLS. Hein. Il a joué au Crew de Columbus en Mhm. 2014. Ouais. Puis après, il était tellement bon Titulaire à qu'il a été, Palerme. ouais, il a été recruté par Palerme. Donc, effectivement, ça devrait être un très bon joueur. Mais je suis pas convaincu ni par les latéraux, ni par les défenseurs centraux. Donc, en tout cas, on verra bien ce que ça donnera. Ouais, non, on verra bien, mais je suis assez. Enfin, en fait, le Ouais, problème, c'est que t'as l'impression que même quand il joue mal, il suffit que. Enfin, je il suis suffit pas un que hyper fan de Brass Zlatan, soit mais là. voilà. Zlatan, il arrive, il débarque, il te met deux têtes ou un penalty comme hier, et il les rate jamais. Pour lui, on parlait de Zardes, alors lui, c'est le contraire. Ah. Et, ils vont se débrouiller, tu vois, ils vont gagner. La semaine prochaine, ils vont jouer contre Houston, ça va être très intéressant Ouais. à voir. Et puis Minnesota, encore après, ils vont à Minnesota. Ça va être deux matchs compliqués en 5 jours, Puis, un samedi, un jeudi, donc à voir. puis le Real Salt Lake juste après. En une semaine, Ouais. ils ont ça. Ouais, ça va être très, très, très intéressant. J'aimerais juste avoir ton avis sur le match d'hier. Est-ce que tu penses que le penalty sur Zlatan était mérité? Je suis Ouais, pas trop sûr. Je suis je, pas ouais, trop sûr. je me- Oui, il y j'ai a un petit hésité. déséquilibre, mais après, bon, Ça. écoute, pour déséquilibrer Zlatan, il te faut un monstre. Ouais, bon, t'es pas censé adapter par rapport aux joueurs, tu vois, donc Je ouais. sais pas. Là, je sais J'ai pas, mais pas, en tout cas, ouais, Philadelphie a pas pas trop vraiment joué. convaincu. Mais moi, je sais pas. De toute façon, enfin, ils auraient quand même gagné, donc penalty Ouais, ou non, pas. c'est vrai. Et C'est Zlatan, qui d'ailleurs, niveau stats, est a le même nombre de buts par minute, un peu que Joseph Martinez l'année dernière. Donc je sais que Carlos Vela est un peu pour le moment le prétendant au titre de meilleur buteur cette saison, mais Zlatan pourrait être là-dedans s'il continue comme ça. Il est assez impressionnant. Il a manqué 2 matchs, il me semble, cette saison. Et pourtant, il a quand même, voilà, il a un débit de but qui est impressionnant et il pourrait se trouver dans les meilleurs buteurs de l'année.
Ah oui, mais on s'y attendait Ouais, aussi. On déjà s'entend l'année que c'est dernière, un il était. excellent joueur. C'est un excellent joueur. Moi aussi, c'est pas mon favori, mais écoute, on peut pas le nier là. C'est un des meilleurs joueurs de l'univers du soccer et du football mondial dans les 15 dernières années. Donc, oui, je Très m'y attends clairement. là. Ouais. Très clairement. Puis ta deuxième Euh, équipe? c'est Houston. Houston, j'avais parlé pas mal de Houston la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu, allez-y. On a les résumés de MLS chaque semaine, tous les lundis matins. Et alors, je ne sais même plus si c'était l'année dernière, la semaine dernière, pardon, ou la semaine d'avant. C'était la semaine d'avant, je crois. L'article que tu as fait? Non, c'est pas un article, c'était juste dans les résumés, j'avais mis en joueur de la semaine Albert Ellis, qui est impressionnant. Je crois que c'était la Effectivement. cinquième journée. Albert Ellis, qui est impressionnant, et il avait failli partir à Fenerbahçe cette année, et là il tire vraiment, pardon, cet hiver, il n'est pas parti au final, et il tire son équipe vers le haut, c'est impressionnant, avec Memo Rodriguez, ils ont une des meilleures connexions offensives de la, de la MLS, avec Altidore et Pozuelo, à mon sens. Euh, Memo Rodriguez, hier, a raté, enfin, il a mis un penalty sur le poteau, c'est dommage, mais les deux sont vraiment très bons et ils combinent très bien. Albert Ellis marque quasiment à chaque journée. Il y a une chance qu'il soit dans les meilleurs buteurs. Il y a 2 semaines, pardon, il a mis plusieurs passes décisives aussi, 3 passes décisives dans le même match. Là, cette saison encore, Houston en contre, c'est mortel. C'est-à-dire qu'ils vont à 100 à l'heure. Et c'est vraiment. Enfin, c'est rageant pour une équipe comme San Jose, par exemple, hier, qui avait quand même un peu le ballon, mais dès qu'il le perdait, punition directe de Houston. Ellis et Manotas vont tellement vite, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, pour moi, c'est un peu une surprise parce qu'ils ont quelques Ah, ben joueurs c'est une bons, d'autres moins surprise. bons. Mais enfin, moi, je les voyais en playoff, mais pas aussi haut. Moi, je ne les voyais pas en playoffs, mais c'est une grosse surprise. Après, encore une fois, ils n'ont pas joué la crème de la crème non plus. Mais sauf que, écoute, ils sont tellement bons à domicile, d'habitude. Donc, je m'attendais à ce qu'ils soient aussi bons à domicile, mais ils étaient nuls à l'extérieur. Et puis cette année, Ouais, déjà, ils ont juste un seul match joué à l'extérieur, puis c'est une victoire. Donc, c'est quand même je crois bien mieux que l'année passée. Je pense que toute l'année, ils ont eu 2 victoires, je pense, l'année passée. Si je ne me trompe pas à l'extérieur, en tout cas, ouais. je vérifierai, je reviens avec ça. Mais ce qui est aussi intéressant avec Houston, c'est que même défensivement, ça va beaucoup mieux. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le statu quo, mais Figueroa, ça marche bien. Et Struna aussi, ouais. Par rapport à Ouais, la scène 0 Struna, semaine ça marche dernière. très bien. Ouais. Effectivement. Donc, si je regarde l'année passée, effectivement, donc sur toute l'année, Houston a eu 2 victoires, puis 5 matchs nuls avec 10 défaites à l'extérieur. Donc, Ouais. déjà une victoire, ils ont déjà fait 50% du chemin après 7 matchs. Donc, c'est déjà quand même assez intéressant. Une chose, j'aimerais dire à nos auditeurs d'aller vérifier sur notre site web aussi. Tu as écrit toi-même, Antoine, un Ouais. article extrêmement intéressant sur Houston le 26 février. Houston Dynamo, Radin Géniaux, mal géré. C'est vraiment extrêmement intéressant. Puis voir Houston aussi haut, toi tu y attendais, puis tu as bien vu. Ouais, non, mais c'est une équipe qui, comme je dis dans l'article, ouais, qui est le niveau budget salaire est la plus basse de toute la ligue, mais ils arrivent à faire ramener souvent des bons joueurs. Et là, sur le banc, ils ont tout de même des mecs comme Tommy McNamara ou Juan Davis Cabezas, Chris Duval d'ailleurs aussi de l'Impact, ancien Impact, mais qui peuvent faire la différence en rentrant en cours de jeu. Donc, ouais, vraiment porté par Ellis, Manotas et Martinez, ils se débrouillent très très bien en ce début de saison. Et un petit mot juste sur San José. Moi, j'ai toujours trouvé que l'effectif n'était pas assez bon par rapport aux ambitions qu'ils ont, mais ça joue quand même bien. Et mention tout ça va mieux, particulière hein? ouais, et mention tout particulière à Vega, le gardien que on suivait déjà avec Anthony pas mal en USL et puis en NASL un petit peu, et qui fait une saison très sympa. Ouais, effectivement, ça va beaucoup mieux pour San Jose. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit vraiment le bonnet d'âne en MLS. Bon, ils n'ont pas beaucoup de points non plus, mais ça va beaucoup mieux dans le jeu. Donc, c'est très bien. Je vous conseillerais, par contre, je pense que si jamais un de ces jours, vous avez envie de voir des résumés MLS et vous voulez de bons résumés MLS, je vous conseille vraiment ce match-là entre San Jose et Houston Mm. parce qu'il y a eu quatre tirs magnifiques, les 4 sur la barre. Ouais, ouais. Et c'est Dès le début de match, ouais, Espinoza, c'était assez Espinoza, fou. Figueroa, des tirs, mais vraiment magnifiques de loin. En tout cas, je regardais ça, j'ai pas vu le match, donc je regardais un peu le résumé. Et c'est vraiment impressionnant ce résumé-là, et vraiment très, très, très intéressant.
Et puis il y a eu un tir sur le poteau aussi pendant le penalty. Mais Manotas malheureusement l'a repris, le tireur l'a repris direct, donc forcément hors jeu. Mais ouais, non, vraiment un match très intéressant que j'ai suivi entre deux matchs aussi. Donc voilà, c'est à peu près, voilà, c'est bon pour mes surprises. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon on va. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter à part que vive la MLS parce que on s'amuse beaucoup et puis on a hâte au reste de la saison. Il y a des matchs maintenant. J'aime bien aussi. J'aimerais mentionner juste j'aime bien le nouveau format avec plus de matchs durant la semaine. Ça nous garde vraiment dedans. Il y a moins. Avant, on avait tendance à ok, il y a rien durant. On attendait le week-end pour pouvoir voir les matchs. Là maintenant, il y a toujours des matchs mardi, mercredi. Et ça nous garde vraiment complètement sur en anglais on dit un high, donc sur un piédestal par rapport à notre envie de consommer ces matchs-là. J'ai vraiment, ouais, très chapeau bas pour la MLS. Et ouais, ça va continuer à augmenter avec les équipes qui arrivent dans les années suivantes, Austin, Nashville et Miami. Et avec aussi les stades qui arrivent. On le disait en introduction, le stade de Minnesota, il faudra aller voir aussi, aller voir les vidéos, c'est absolument dingue. Il y a aussi le stade de LAFC cette semaine qui était en feu. C'est super impressionnant, tous ces nouveaux stades qui arrivent. Et bientôt, on a un nouveau stade pour Cincinnati, et bientôt on en a un pour Austin, Nashville, Miami. Très hâte de voir tout ça. Plein de nouveaux stades, vraiment la MLS, une ligue dynamique, mais vous le savez si vous nous écoutez. Merci à tous en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube, à Spotify, à iTunes, notez-nous aussi, mettez un maximum d'étoiles si possible. N'hésitez pas à aller sur notre site, les résumés de MLS tous les lundis, résumé USL, CanPL bientôt, avec un guide CanPL qui devrait arriver aussi juste avant le début de saison, des podcasts sur la CanPL, des vidéos des renards du soccer, des articles très intéressants cette semaine. Au niveau d'article, on devrait avoir pas mal de portraits aussi de joueurs de CanPL, de joueurs de la sélection américaine, un petit inside, parce qu'Anthony a eu la chance d'aller à Ottawa voir un match d'USL. Donc voilà, plein de bonnes choses qui arrivent cette semaine, dans les semaines qui suivent. Merci à tous d'écouter, merci Adi. Merci à toi, Antoine. Toujours un plaisir. En tout cas, vraiment, je pense que tout le monde sur Culture Soccer fait un travail extraordinaire. Merci à tous les rédacteurs, tous nos rédacteurs. Nous, en tant que rédacteurs en chef, on est vraiment choyés d'avoir autant de rédacteurs avec autant d'idées et puis de volonté d'écrire sur la MLS et sur tous ces sujets-là. En tout cas, très content de les avoir tous. Ouais, très longtemps pareil. Et on vous souhaite à tous, chers auditeurs, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.